lisons un roman ou regardons un film, nous pouvons être saisis par l'impossibilité manifeste de l'histoire. Cela ne signifie pas que nous soyons incapables d'accepter le principe élémentaire de la fiction. Elle peut avoir un sens sans aucune ressemblance avec des faits et des personnes réelles, et même si elle ne correspond à rien dans le monde. Si nous rejetions ce principe, alors la notion même de fiction nous serait étrangère. En regardant un film comme Blade Runner, nous ne disons pas que c'est impossible parce que les robots ne peuvent ressembler à ce point à des êtres humains, et parce que Rachel, une machine supposée appartenir à la dernière génération de robots, ne peut pas être aussi charmante et attirante que dans le film. Quand il commence, nous sommes invités à faire semblant que certains événements, dont une révolte de robots, sont survenus, comme c'est courant au début des fictions, quel que soit leur genre, science-fiction ou non. Or, à mon sens, cette demande est parfois impossible à satisfaire. Si cela marche bien dans le cas de Blade Runner, cela peut aussi échouer. Il n'y a pas seulement une résistance morale imaginative, elle peut aussi ne pas être morale. Je ne pense pas alors à des choses comme les voyages dans le temps, l'existence de hobbits ou des universitaires sexy qui vivent des aventures extraordinaires. Nous ne croyons bien sûr pas de telles choses, mais nous faisons facilement semblant. C'est vraiment sans problème. Ce que j'appellerais la résistance imaginative modale est dirigée vers la façon dont les personnages fictionnels agissent. Quelquefois, en lisant un roman ou en regardant un film, nous ne pouvons simplement pas imaginer que quelqu'un agisse comme le fait le personnage. Nous pouvons imaginer une scène correspondant à certains énoncés qui la décrivent. On nous dit que le personnage a fait ceci et cela, et nous comprenons ce que cela veut dire. Mais en même temps, comme le remarque Beris Goat, nous ne pouvons l'imaginer au sens d'une projection imaginative complexe, l'une de celles dans lesquelles une action humaine est en jeu. Il existe une sorte d'imagination par laquelle nous nous considérons à juste titre nous-mêmes comme différents de ce que nous sommes réellement. C'est bien sûr ce dont les romans et les films nous invitent à faire l'expérience. Découvrir, à travers les fictions, les possibilités humaines, ce qui pourrait être. Mais voilà, cela ne marche pas toujours. Il semble que les fictions sont aussi intéressantes, mais d'une autre façon, quand nous résistons aux possibilités qu'elles offrent, quand elles nous semblent truquées. Parfois donc les fictions ne nous font pas entrer dans certaines possibilités. Elles nous les présentent, mais nous n'y croyons pas en tant que possibilité. Certains philosophes, pour lesquels nous décidons de faire semblant, exagèrent notre capacité en cette matière. Il arrive que nous ne puissions simplement pas faire semblant. Nous sommes incapables d'imaginer que les choses puissent se dérouler comme un roman, où un film les présente. Les scènes se déroulent, nous les lisons, les voyons, mais quelque chose ne va pas. Une fiction nous apprend quelque chose en affinant notre disposition à déterminer ce qui est possible et ce qui ne l'est pas, ce qui peut être considéré comme une possibilité sérieuse ou non. L'incapacité d'imaginer quelque chose est alors au moins aussi importante que notre capacité de faire semblant. Développer les vertus permettant de faire une différence entre les possibilités sérieuses et d'autres, moralement répugnantes et auxquelles nous résistons, ou épistémiquement et modalement stupides, et auxquelles nous résistons également. C'est à mon sens l'une des principales capacités intellectuelles que nous puissions acquérir. La résistance imaginative modale a une signification morale, mais elle a aussi une signification épistémique. Parfois, nous pensons que les choses ne peuvent pas être comme ceci ou comme cela. C'est épistémologique, alors que quelquefois nous pensons que les choses ne doivent pas être comme ceci ou comme cela. C'est moral. La demande par un auteur que des choses puissent aller dans un certain sens peut signifier qu'il nous propose de considérer sérieusement une possibilité qui n'est moralement pas acceptable. Parfois, la possibilité est épistémiquement inacceptable. Notre résistance est alors modale. Non, les choses ne sont jamais ainsi. Il ne s'agit pas d'une possibilité, même pas de celle que nous dirions éloignée ou improbable. Entraînement modal. Je veux maintenant expliquer pourquoi les fictions jouent un rôle crucial dans l'acquisition et le développement de la sorte de disposition imaginative modale, par laquelle nous imaginons, mais aussi par laquelle nous résistons moralement ou
épistémiquement à ce qui nous est offert comme une possibilité. Dans la vie réelle, nous développons un sens de certaines possibilités en nous mettant nous-mêmes en danger. Nous hésitons entre deux carrières, deux amours, deux vies. Nous imaginons que quelque chose d'autre que ce qui nous est échu est possible. Parfois, nous découvrons que rien d'autre ne l'était, que l'autre possibilité n'était finalement qu'une illusion. En revanche, d'autres fois, nous nous apercevons trop tard que nous avions une possibilité attirante et nous avons omis de l'exploiter. Cela peut nous faire regretter certains choix qui n'en tenaient pas compte. Les regrets sont étroitement liés à nos dispositions modales. Les fictions peuvent nous aider à imaginer des possibilités, et cela sans difficulté affective, douleur morale, danger existentiel, auxquels nous sommes confrontés dans la vraie vie. C'est ainsi, tout particulièrement, quand nous voyons des possibilités incompatibles, entre lesquelles nous devons choisir, mais sans connaître la meilleure, et pire, sans même savoir si l'une l'est vraiment. Les fictions sont alors comme des expérimentations qui nous aident à développer notre disposition modale. À son tour, les contenus modaux des fictions sont sous le contrôle de la même disposition. C'est alors la raison pour laquelle nous résistons parfois à ce que l'on nous présente comme des possibilités. Nous jugeons que ce qu'une fiction présente comme une possibilité ne l'est pas. Comment est-ce possible? Il existe une sorte d'équilibre réfléchi. Nous modifions notre sens de certaines possibilités quand une fiction nous convainc que quelque chose que nous n'avions pas pris en compte ou que nous avions pensé idiot ou répugnant semble finalement non seulement possible, mais même une possibilité importante, quelque chose qui ne nous est pas permis de négliger. Nous résistons par l'imagination aux fictions quand nous les pensons incompatibles avec nos meilleures intuitions modales. J'ai encore appartenu à une génération de garçons qui découvraient l'amour, passion en étudiant Corneille et Racine à l'âge de 15 ans, ce qui nous faisait comprendre que l'amour était une possibilité ouverte, une possibilité terrible, mais à ne pas négliger. Les vers de Corneille et de Racine, appris en classe de seconde sous la férule du père Carré, ont forgé mon sens des possibles, au moins dans certains domaines, disons affectifs. Je m'en rends bien compte parfois à mes dépens. Je dois dire que j'ai aussi toujours résisté aux possibilités proposées dans les romans de Sade, rencontrés à peine plus tard sans que le père Carré y soit pour rien. Ce n'était pas tant, et ce n'était toujours pas seulement un dégoût moral que cette littérature provoque chez moi, car en plus elle est faite pour cela. Mais je ne pense pas qu'il s'agisse vraiment de possibilités, ce sont de pseudo-possibilités, une tromperie modale à ne pas prendre au sérieux. Cela implique que les fictions ne nous apprennent pas quelque chose au sujet de situations actuelles dans les mondes possibles, comme pourrait pourtant le dire David Lewis. Elles ne nous apprennent pas quelque chose au sujet de possibilités, au sens où elles détermineraient quelles sont les choses possibles ou non, mais elles améliorent nos intuitions modales et peuvent faire beaucoup pour la confiance en ces intuitions, les confirmer ou au contraire les réformer. Les fictions nous aident ainsi à acquérir et à entraîner des dispositions modales. Je veux insister sur l'idée qu'elles ne le font pas seulement en développant notre capacité à entrer dans des situations fictionnelles et en nous faisant croire en ces situations, mais aussi via le phénomène important de la résistance imaginative modale, quand nous ne pouvons imaginer certaines des choses qui nous sont proposées. Que nous comprenions mieux comment et pourquoi se développent nos dispositions modales me semble souhaitable. Une esthétique modale, pour reprendre cette expression, ferait cela. Mais pourquoi parler d'esthétique modale? N'est-ce pas de fiction dont je parle et non pas d'œuvre d'art? Finalement, ce ne sont pas de propriétés esthétiques dont il s'agit ici, mais de propriétés modales, de récits fictionnels. Il me semble pourtant qu'en un sens général du terme esthétique, on peut parler d'esthétique modale pour caractériser cet intérêt pris à des histoires fictionnelles, comme des romans ou des films. L'esthétique modale comprendrait aussi en ce sens le traditionnel paradoxe de la fiction. Il apparaît quand, par exemple, nous sommes émus par le destin d'une Anna Karénine, que nous savons pourtant n'avoir jamais existé. L'esthétique modale porterait sur les récits fictionnels, auxquels des œuvres d'art, romans, films, pièces de théâtre, mais aussi opéras, certains ballets, voire certaines images, nous confrontent. Comment est-il possible qu'ils nous apprennent quoi que ce soit, alors même qu'il s'agit de fiction, de quelque chose dont nous savons que tel n'est pas le cas?
Scepticisme modal et valeur cognitive des fictions. Je ne peux ici aller suffisamment loin dans le développement de cette esthétique modale que j'appelle cependant de mes voeux, mais en guise d'exemple, je veux proposer quelques remarques sur le rôle que peuvent jouer les romans et les films compte tenu de ce qu'on peut appeler le scepticisme modal, un sérieux doute sur la valeur de nos intuitions modales. Peter Van Inwagen dit que beaucoup de nos jugements modaux sont analogues à des jugements au sujet d'une distance, mais au coup d'œil, ces jugements ne sont évidemment pas infaillibles. Ils peuvent être corrects pour autant qu'ils trouvent leur place dans le cadre d'une pratique quotidienne, mais ils seront tout à fait incorrects et même trompeurs dans d'autres circonstances. Quand je gare ma voiture, je juge de la distance à l'œil, et je sais qu'il est possible ou impossible d'entrer dans un espace de parking sans heurter les voitures des deux côtés. S'il s'agit de déterminer l'éloignement d'un bateau alors que je suis allongé sur la plage, que je n'ai aucune habitude d'évaluer des distances en mer dépourvues de tout point de repère, alors c'est autre chose, et je sais que je peux lourdement me tromper. Nous sommes capables de discerner le statut modal de certaines propositions de façon non inférentielle, tout comme dans un jugement de distance, dit Van Inwagen. Par exemple, nous comprenons ce que cela signifie de dire que la table pourrait avoir été à 50 cm plus à gauche, ou que John Kennedy pourrait être mort d'une maladie. Nous avons ainsi une connaissance modale et non inférentielle du monde autour de nous, de ce qui est possible, impossible ou même nécessaire. Mais il ne faut pas trop nous en demander dès que nous nous éloignons des circonstances ordinaires. Allons maintenant un peu plus loin. Examinons des cas dans lesquels nous résistons à considérer que certaines possibilités sont effectives. Cela prend des formes différentes selon qu'il s'agit là aussi de circonstances ordinaires ou d'autres qui le sont moins, voire pas du tout. La table aurait pu être à 50 cm de l'endroit où elle est. Aucun problème, nous sommes bons pour voir cette sorte de possibilité. Notre monde n'est dès lors pas exclusivement celui dans lequel la table est là où elle est. C'est aussi celui dans lequel elle aussi peut être 50 cm plus à gauche. On pourrait me dire, Roger, je pense que la table serait mieux placée si nous la poussions 50 cm plus à gauche. Je répondrai peut-être, c'est une possibilité, mais 50 cm plus à droite, ce serait bien mieux. Vous ne pensez pas ? Non, impossible. Bien cela montre que même si je partage bien des choses avec la personne à laquelle je parle, alors nous avons certaines intuitions modales différentes. C'est tout à fait différent si un philosophe dit « il est possible que j'existe et qu'aucune chose matérielle n'existe ». Dans ce cas, j'avoue, même si j'en ai un peu honte, que je ne suis pas sûr d'avoir la moindre intuition modale correspondant à cette formule. Franchement, je ne vois pas ce qu'elle veut dire. Les philosophes disent des choses de cet acabit et il m'est arrivé de les répéter en faisant semblant de comprendre ce que je disais, principalement en enseignant la philosophie. À la rigueur, on pourrait dire qu'il s'agit d'une possibilité logique. Des étudiants pourraient prendre cette possibilité au sérieux dans le contexte d'un cours de philosophie surtout. On pourrait éventuellement utiliser cette formule dans un argument comme le suivant. Il est possible que j'existe et qu'aucune chose matérielle n'existe. Tout ce qui est matériel l'est essentiellement. Je ne suis pas une chose matérielle, l'argument semble convaincant, mais je m'accorde avec Peter Van Inwagen quand il demande quelle sorte de justification peut-on fournir à des assertions de la forme « ceci ou cela est un état de choses ». Proposition, propriété, possible, impossible, contingent, nécessaire. Si jamais nous savons que des affirmations ayant une telle forme sont vraies ou sont fausses, quelle est la source ou quelles sont les sources de cette connaissance ? Nous connaissons certainement des propositions modales, celles dont nous faisons usage dans la vie quotidienne. Pour garer notre voiture, nous devons nous demander par exemple s'il est possible pour la voiture d'entrer dans l'espace qui se trouve entre le mur et une autre voiture. Le raisonnement hypothétique joue certainement un rôle crucial dans les sciences. En philosophie, il peut aussi jouer un rôle important. Pensons au malin génie, à l'état de nature, au voile d'ignorance, au cerveau dans une cuve, à la téléportransportation et à d'autres fictions dont les philosophes usent et abusent. Mais nous exagérons souvent notre connaissance modale, tout particulièrement dès que nous transcendons les trivialités de la vie quotidienne. Des choses comme garer nos voitures ou changer la place d'une table. La formule « il est possible que j'existe et qu'aucune chose matérielle n'existe » relève d'un excès de ce genre,
même si elle entretient une place de choix dans les cours de philosophie. La faillibilité de nos intuitions modales est déjà patente quand nous passons à des considérations existentielles, spécialement au sujet de la vie affective. Dans ce domaine, nous devons entretenir un certain scepticisme concernant notre capacité à imaginer ce qui arrivera. Je suppose qu'il arrive à mon lecteur d'imaginer d'autres possibilités existentielles que celles qu'il vit réellement, tout comme je le fais. Par exemple, j'imagine que je ne suis pas un homme marié avec des enfants, mais un moine dans un monastère. Or, je ne suis pas professeur de philosophie dans une université lorraine, mais un gangster durant la Prohibition, et je m'appelle alors Al Pueve, porte de splendides chapeaux et un revolver sous ma veste. Parfois, on décide de réaliser certaines possibilités, en déménageant, en laissant tomber son travail, en divorçant, en entrant dans les ordres. Mais nous ne pouvons pas aisément tester ces possibilités ou même déterminer si elles ont réellement un sens ou non. La situation est différente dans les sciences empiriques, quand nous pouvons introduire des procédures expérimentales nous permettant de tester nos hypothèses. En philosophie, les intuitions modales me semblent être encore beaucoup moins faciles à tester ou à contrôler, mais comme je l'ai déjà suggéré plus haut. Certaines conceptions philosophiques peuvent ainsi reposer sur le sable de possibilités douteuses, ou même de ce qui n'est même pas une possibilité. Pour masquer cela, certains philosophes disent quelquefois que si quelque chose n'est pas une impossibilité logique, c'est logiquement possible. Mais comme le dit Peter Van Inwagen, ce n'est vraiment pas parce qu'une certaine chose ne peut pas être prouvée impossible par une méthode déterminée que c'est possible, dans quelque sens de possible que ce soit. Dès lors, vraiment, quand nous nous éloignons du monde familier de la vie quotidienne, qu'il n'est pas possible de se fier aux techniques des tests scientifiques, nos intuitions modales deviennent de plus en plus fragiles, jusqu'à n'être qu'une mince couche de glace sur le lac de la réalité.